Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du pays de l'Urepoix, anciennement 91, anciennement Essonne. Nous sommes aujourd'hui avec Fadi Kassem. Merci citoyens, merci camarades d'être là. Nous allons parler de Platon, du combat contre la corruption, déjà à l'époque, corruption par l'argent, corruption par les honneurs. Et ils n'avaient pas BFM. Voilà. Alors, le plan, grosso modo, la première partie, ça va être une introduction. Et on te laissera parler, bien évidemment, parce que toi, tu es professeur d'histoire. Tu es agrégé. Tu es un ancien de Sciences Po, etc. Et on va parler de Platon dans son époque. Donc, le resituer dans son époque. À l'époque, il y avait l'esclavage pour dette, quand même. Ça se transmettait. Ça a été supprimé avant Platon. Ça a été supprimé vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. En fait, l'esclavage pour dette, quand il est supprimé, ça signifie la mort de la naissance de la démocratie. Et on va juste revenir au plan. Donc ça, la première partie, ça sera l'introduction Platon dans son époque. Exactement. Deuxième partie, les idées fortes de Platon. Donc en sous-partie, le combat contre la corruption. Et la deuxième sous-partie, ça sera la recherche du meilleur régime politique possible. C'est des choses qui nous intéressent aussi en tant que Gilets jaunes. T'as raison. La troisième partie, ça sera les limites de la pensée de Platon, parce que ça reste un homme. Voilà, et il y en a dans son époque. Voilà, donc c'est la troisième partie, ça sera les limites. Et la quatrième partie, en guise de conclusion, Platon et les Gilets jaunes. Que dirait-il? Voilà. On supputera un peu. Voilà, donc 4 parties les amis. On va commencer tout de suite par Platon dans son époque. Qui est Platon? De quoi vit-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qui se passe à son époque? À toi la parole. Bon, c'est important parce que de toute façon, le principe de l'histoire, c'est toujours de recontextualiser. Alors aujourd'hui, on nous sort souvent oui, non, c'est pas la peine, le contexte, on s'en fout. Un tel a fait ci, un tel a dit ça, c'est un salaud. Bon, je dis ça parce que Platon, au passage, a pu être qualifié de penseur totalitaire par des pseudo-historiens. Mais passons. Platon, il vit au IVe siècle avant Jésus-Christ, essentiellement, donc dans les années 380, 70, 60 avant Jésus-Christ. Il a vu, c'est important, il a vu la défaite d'Athènes, qualifiée de démocratie. Je dis bien qualifiée de démocratie parce qu'en réalité, il n'y avait que 10% de personnes qui étaient citoyens sous Athènes. Il y avait plein d'esclaves, les femmes n'étaient pas citoyennes, et puis finalement, il fallait être plutôt riche, clairement, et on ne pouvait être citoyen que lorsqu'on était fils de citoyen. Je dis tout ça parce que Platon a connu ça. Il a connu une démocratie qui n'est pas une vraie démocratie. Il a connu aussi la défaite enfin, il a connu. Il a plutôt vu, il a analysé les causes de la défaite d'Athènes par rapport à Sparte. Et Sparte apparaît comme un modèle pour lui. Or, Sparte était une aristocratie, en quelque sorte. Alors, permets-moi juste de te poser quelques questions. Par rapport à Alexandre le Grand, par rapport à Léonidas. C'est avant. Donc c'est avant Alexandre le Grand. Ouais, c'est avant Alexandre le Grand parce qu'Alexandre le Grand entreprend ses conquêtes. Il est mort en 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, et il a réalisé en 11 années une énorme conquête qui partait de la Méditerranée orientale, de la Grèce, etc., jusqu'à l'Indus. Je dis ça parce que Platon, lui, il a vécu entre la défaite d'Athènes en 404 avant Jésus-Christ et l'arrivée au pouvoir d'Alexandre le Grand. Et Platon, il analyse ce qu'on a appelé une sorte de, pas le siècle d'or, mais la période de la démocratie athénienne au IVe siècle. Ce n'est pas une vraie démocratie. Et on verra pourquoi. Et justement, Platon, il est là à se demander, mais dans le fond, cette cité magnifique, Athènes, censée être une grande cité démocratique, pourquoi a-t-elle perdu? Et il va chercher les causes de la défaite contre Sparte. Et deux, il va se demander, mais dans le fond, quel est le meilleur régime politique possible pour pouvoir avoir une cité véritablement unifiée? Alors, la guerre de Troie, c'est avant, c'est après? Bien avant. C'est bien avant. Si tu veux, c'est bien avant. Et puis bon, il y a toute une logique, toute une légende autour de Troie, du cheval. Ça, c'était plusieurs siècles avant Platon. Platon, c'était après le fait qu'Athènes se soit opposée d'abord historiquement aux Perses. C'était au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite au grand rival Sparte. Sparte qui a pas mal inspiré Platon dans sa réflexion. Alors, Léonidas, les Spartiates, les 300, etc., c'est à quelle époque par rapport à Platon? Les 300, c'est fin du 5e siècle. Donc, si tu veux, on est un peu dans cette logique
juste avant Platon. Platon, c'est d'ailleurs un disciple à la base de Socrate, hein, qui a été condamné à mort d'ailleurs à Athènes et qui a été condamné à boire de la ciguë, mort comme ça. Et ça l'a un petit peu marqué et justement, il a pas mal réfléchi aussi par rapport à ça. Mais finalement, est-ce que ce régime dit démocratique n'est pas un peu corrompu sur les bords? On a un livre de référence. Bah, c'est pas le seul, c'est son principal ouvrage qu'il appelle La République, la chose publique, la res publica. La chose publique, alors évidemment c'est du latin quand on dit ça. Bon, en grec, il avait une autre formule qu'il utilisait beaucoup, c'était le terme de politeia, qui renvoie au terme de constitution. On verra que le terme de constitution est central et il est d'autant plus important que c'est un terme sur lequel Robespierre insistait aussi beaucoup. Nous en reparlerons. D'accord. Donc là, c'est l'introduction de Platon dans son temps. Ouais, il y a encore l'esclavage ou pas à cette époque? Enfin, oui, il y a l'esclavage, mais pas pour dette. Enfin, du moins officiellement. L'esclavage pour dette a été supprimé. Ça fait au moins 100-150 ans avant l'arrivée de la naissance de Platon. Donc ça signifie que Platon, il y a de l'esclavage, incontestablement, pour des causes de guerre, de ce que l'on veut, hein, l'esclavage dû à la guerre. Mais l'esclavage pour dette, le fait que l'on se soit endetté personnellement pour pouvoir vivre, etc., était interdit, du moins officiellement. Après, ça n'interdit pas qu'il y avait forcément peut-être des pratiques de ce genre. Donc à cette époque, il y avait une multitude de cités-États en Grèce, exactement. Plus ou moins indépendantes des coalitions. Elles étaient indépendantes, du moins dans la forme. Une des formes d'indépendance, d'ailleurs, je précise, c'était la monnaie. Hein, parlons-en, parce que la souveraineté, elle était aussi monétaire à l'époque. Et Athènes avait sa monnaie, Sparte avait sa monnaie, Phocée avait sa monnaie, Délos, enfin ce que vous voulez. Et finalement, c'était aussi effectivement un monde de ce qu'on appelait des cités-États. La monnaie, c'était des billets de banque ou c'était des pièces d'or, d'argent? Des pièces. Des pièces avec très souvent d'ailleurs, ce qui était intéressant, un côté qui représentait un symbole de la cité. Par exemple, pour Athènes, c'était la chouette. Hein. Et puis il y avait souvent la tête du dirigeant principal, du roi quand c'était un roi, parce qu'il y avait aussi des monarchies à l'époque. Alors, introduction, ça c'est fait. Voilà. Hop. Deuxième partie, les idées fortes de Platon. Ouais. Première sous-partie, combat contre la corruption. Et deuxième sous-partie, recherche du meilleur régime politique possible. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les deux sous-parties sont un peu liées, hein, disons-le clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que Platon a connu les affres, les malheurs de la corruption de son vivant, mais plus encore, il a analysé, encore une fois, j'insiste, les causes de la défaite d'Athènes. Et pour lui, la corruption... Par rapport à Sparte, hein, c'est ça? Par rapport à Sparte, hein, Sparte victorieuse en 404 avant Jésus-Christ. Alors Sparte, c'était un régime qui était... On dit spartiate très souvent, si j'ose dire, mais c'était basé sur l'égalité, sur un fort sentiment communautaire, hein, très clairement, à tel point qu'on qualifie souvent Sparte d'ailleurs de régime totalitaire avant l'heure. Tout ça parce que notamment le régime spartiate se basait sur une armée très disciplinée où régnait avant tout d'ailleurs l'égalité entre les citoyens à l'époque. Mais un régime qui était, c'est vrai, contraignant en termes de libertés individuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, ça veut dire qu'on subordonnait ceci avant tout à la défense de la cité. D'accord. Et c'était un royaume c'était des rois qui géraient Sparte? Non, c'était pas des rois. Enfin, il y a eu une époque des rois, et puis après, Sparte a plutôt basculé justement vers une logique de république davantage. D'accord. Alors, c'était pas tout rose, hein, il y avait aussi l'eugénisme à Sparte, l'élimination des enfants un peu faibles, etc. Qu'envisage Platon d'ailleurs? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est parce que Platon, il faut partir d'une base. Pour lui, disons-le clairement, le meilleur régime pour lui, à son époque, est l'aristocratie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aristocratie? Aristoi, ça veut dire les meilleurs. Et pour Platon, finalement, les meilleurs, c'est ceux qui avaient une de ce qu'il considérait comme les 4 vertus fondamentales pour la cité. Une des 4 vertus fondamentales pour la cité, c'est la sagesse. Et je le précise parce que Platon est philosophe. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de politique et qu'il n'a pas des propositions politiques, mais il constate que ces propositions sont toujours rejetées. C'est aussi ça qui fait qu'il se méfie beaucoup de la démocratie athénienne de l'époque, qui est une fausse démocratie, j'insiste. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que pour lui, les meilleurs, ce sont les sages. Les sages, ce sont les philosophes, ce qu'il était. Donc là, ça nous amène à la sophiacratie, c'est ça? En quelque sorte, si tu veux. L'aristocratie est l'équivalent d'une sorte de sophiacratie pour lui, les philosophes. C'est-à-dire, ceux qui gouvernent doivent être sages. Ça va être leur vertu principale. Dans le fond, la cité doit être régie selon 4 vertus. Et la première de ces vertus est la sagesse.
La sagesse qui est la qualité centrale, décisive même, pour les dirigeants, pour les gouvernants. C'est comme ça qu'il envisage le meilleur des régimes politiques. Quelles sont les autres vertus? Alors, deuxième vertu importante, c'est le courage. Le courage qui est notamment ce qui doit motiver ceux qui protègent la cité, les guerriers, qui sont aussi, parce que c'est un mot important déjà à l'époque, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, sont aussi des citoyens, mais qui se battent pour protéger la cité. À Athènes, on parlait d'ailleurs de citoyens soldats très souvent. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Athènes, quand la décision de prendre la guerre, de faire la guerre était prise, ceux qui prenaient ces décisions-là allaient à la guerre aussi. Ah oui, en tout cas, ils dirigeaient. Ils dirigeaient, bien entendu, mais ils étaient sur le champ de bataille. Il est clair que la logique, c'était que le citoyen était d'abord un citoyen parce qu'il se battait pour sa cité. Il faut rappeler quand même que le mot citoyen vient du mot cité. Et c'est-à-dire, en grec, ça se dit polis. Donc en fait, ça renvoie au mot politique, la politeia. Et pourquoi j'utilise le terme de politeia? Parce que c'est le terme qu'utilisait beaucoup Platon pour désigner la constitution afin d'obtenir le meilleur régime politique. Platon parle déjà de constitution à l'époque? Ah oui, oui. On va revenir dessus. Quelle est la troisième qualité? La modération. Qu'est-ce que tu entends par modération? La modération, elle concernait davantage, a priori, ce qu'il appelait les producteurs, ceux qui étaient en charge des affaires économiques, et donc en particulier de ne pas verser, on pourrait dire d'un certain point de vue, dans la spéculation, dans l'enrichissement personnel, etc. Que l'on fasse fructifier le fruit du travail, il n'y avait pas de problème, mais que l'on verse dans les excès, c'était un autre souci. Et d'ailleurs, on en revient au problème de la corruption, c'est-à-dire que Platon estime qu'à partir du moment où les dirigeants vont céder aux honneurs, la timocratie, et à l'argent, en gros l'oligarchie, la cité est perdue. La quatrième vertu? La justice. On en vient au problème de la justice, et pour Platon, ce qui était important dans la justice, c'était le fait que, vous voyez, j'ai parlé de trois fonctions, de trois catégories en quelque sorte. La justice n'existait qu'à partir du moment où chacun remplissait sa tâche. Donc, si vous voulez, c'est une pensée qui est très aristocratique, évidemment, parce qu'il estime que c'est le meilleur des régimes. Il a une défiance envers la démocratie qui, encore une fois, peut se comprendre à son époque. Peut se comprendre parce que ce qu'on appelle la démocratie à Athènes a été corrompue, disons-le clairement, par les honneurs, par l'argent. Du moins, il le ressent comme ça. Il a une pensée très aristocratique. Et il estime même, c'est ça qui est très important, que la démocratie peut carrément dériver vers la tyrannie. Et il y a une célèbre formule de Platon où il explique que finalement, on verse dans la tyrannie à partir du moment où, par exemple, les élèves n'écoutent plus leur maître ou que les enfants n'écoutent plus leurs parents. D'accord. Donc ça, c'est la première partie, le combat de Platon contre la corruption par l'argent et les honneurs. De la timocratie, enfin de la démocratie, on va à la timocratie. Alors, pour être précis, on part d'abord, le premier problème, c'est la timocratie, ce sont les honneurs. Le combat contre les honneurs, on se laisse happer par les petits honneurs, etc. Et ça peut déboucher sur la constitution d'un pouvoir de quelques-uns, mais quelques-uns qui ne sont pas les meilleurs, mais ceux qui vont viser avant tout comme objectif l'argent et le renouvellement de l'argent. Ça s'appelle l'oligarchie. En gros, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'aristocratie, qui est considérée comme un bon régime par Platon, donc peut dériver vers l'oligarchie en passant par le biais des honneurs, la timocratie, qui débouche sur quoi? L'oligarchie. Et alors, dans sa recherche du meilleur régime politique possible, comment il voit les choses? Alors, en fait, Platon, c'est vrai, utilise le terme de vertu. Il s'intéresse beaucoup à la question de la vertu. La vertu est double. Elle est individuelle et collective. C'est d'abord la vertu de la cité. On en a parlé. C'est le fait que chacun doit accomplir sa tâche, etc., qu'il y ait une harmonie au sein de la cité. C'est une pensée qui est à la fois hiérarchisée, disons-le clairement, et en même temps unitaire. Il y a l'idée que l'unité de la cité dépend du fait que chacun accomplit sa tâche. Et puis d'un point de vue individuel, il y a une confrontation, je simplifie un petit peu la confrontation pour que ce soit plus clair, entre la raison et le désir. Ça, c'est important. Le désir, c'est ce qui finalement favorise la corruption. C'est ce qui pousse à réclamer des honneurs, à vouloir de l'argent, bref, à réclamer du pouvoir, non pas pour le bien de la cité, collectif, mais avant tout pour soi-même. Donc là, est-ce qu'on parle de l'individualisme? Est-ce que ça a une part à jouer? Je pense qu'il est préférable d'utiliser le terme d'égoïsme, vraiment, et nous verrons pourquoi, parce que c'est ce terme-là qui a été véritablement théorisé par les Mandeville, les Smith, c'est-à-dire ceux qui ont parlé du libéralisme et du capitalisme au XVIIIe siècle. Nous en reparlerons.
On passe à la troisième partie, les limites de la pensée de Platon. Bah, justement, les limites, elles sont dans ce que j'ai dit. Platon est prisonnier de son temps. Il ne faut jamais faire d'anachronisme de ce point de vue. Qu'on dise que Platon est antidémocratique dans le sens où il n'aime pas la démocratie, c'est vrai, mais c'est vrai pour son époque. Il a vu les méfaits de la démocratie qui a basculé dans la corruption de dirigeants au demeurant. Mais encore une fois, c'est là où peut-être il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce que la démocratie, la fausse démocratie, j'insiste, seulement 10% de la population d'Athènes était citoyenne, 10%. Et encore, il y avait 40 000 citoyens au 5e siècle, ça passe à 20 000 citoyens au 4e siècle. Il y avait 10 fois plus d'esclaves, les femmes n'étaient pas citoyennes. Donc il faut bien avoir ceci en tête, c'est-à-dire que dans le fond, la démocratie, pour Platon, est un régime mauvais, d'autant plus que lui estime qu'il fait partie des meilleurs, des aristoi, et par conséquent, il estime que la politéia, la seule constitution possible, elle doit être aristocratique. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, parce que c'est ne pas accorder la confiance, et finalement, c'est la clé de tout, c'est ne pas accorder la confiance à la population qui, ce n'est pas le cas à l'époque, peut être beaucoup plus instruite aujourd'hui. Et c'est ce que d'ailleurs, vous, les Gilets jaunes constituants 91, vous n'arrêtez pas de faire depuis le début. Ok, la quatrième partie serait Platon à l'époque actuelle. Platon revient. Comment ça se passe? Comment il voit les choses? Justement, ce serait difficile à dire dans la mesure où il a cette pensée aristocratique. Je dirais qu'il comprendrait au moins le mouvement. Il comprendrait le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il verrait un mouvement qui s'élève contre l'injustice. Or, c'est un mot central pour Platon, la question de la justice. Et Platon verrait quand même que à mon avis, il verrait que nos dirigeants ne remplissent pas leur fonction de sage. Et je dirais même aussi de modération, parce que la modération, qui doit faire partie des forces de l'ordre, en quelque sorte, de ceux qui protègent la cité, elle se retourne contre la population. Donc là, il y a un dysfonctionnement véritable de la cité. Donc, à mon avis, au pire, il comprendrait. Au mieux, il soutiendrait. Bon, merci Fadi Kassem pour toutes ces informations sur Platon. Ça nous donne envie d'aller creuser. Ce que Platon n'a pas fait à son époque, mais qui va se passer, c'est-à-dire que les soulèvements qui éclateront au fil de l'histoire, ils vont prendre une teneur très importante, notamment au début du XVIe siècle en terre allemande avec Thomas Müntzer. Nous allons en parler ensuite. Donc là, c'est le sujet de la deuxième vidéo. Exactement. À tout à l'heure, les amis. On va lancer une deuxième vidéo sur Thomas Müntzer. Müntzer, voilà. Après Platon, j'espère que ça sera aussi intéressant que cette vidéo sur Platon. C'est vrai qu'à l'école, on a fait un petit peu l'impasse sur Platon. S'il n'y avait que lui, ma foi. C'est bizarre. C'est peut-être voulu aussi. Fait-on de l'histoire à l'école? C'est ça la vraie question. Mais l'intérêt, c'est que déjà, on en parle. Ça pique notre curiosité. On va y réfléchir tous ensemble. N'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Et puis, pourquoi pas revenir sur Platon, revenir sur les philosophes. Voilà. Force et honneur, les amis. On ne lâche rien, bien évidemment. Et on va passer d'ici quelques minutes à la deuxième vidéo sur Thomas Müntzer, un parfait inconnu pour nous, on doit être clair là-dessus, mais pourtant, grâce à Fadi Kassem, vous verrez. voilà, ça va envoyer du lourd. À très bientôt. À très vite.